rapidement là-dessus, mais enfin, il se situe quelque part, non pas, enfin, à la lisière de l'exposé précédent, mais il prend comme point de départ un débat qui a commencé à voir le jour à partir des travaux de David Harvey, mais également les réflexions du sociologue du travail Michael Burawoy. Et le point de départ, c'est cette expression, ce concept d'accumulation par dépossession. Donc ce concept, il met en lumière combien, en fait, aujourd'hui, les moyens extra-économiques participent au processus d'accumulation du capital. Ce n'est pas tout à fait, totalement nouveau, et il le dit, Harvey l'explique, quelque part, il y a une continuité avec l'accumulation primitive du capital. Mais la notion de dépossession permet de mieux comprendre combien aujourd'hui les richesses sont accumulées à partir d'un contrôle politique des termes de l'échange marchand, combien elles favorisent l'intégration de nouvelles sphères sociales et espaces dans ce cycle, comme par exemple avec la dette publique ou les services publics. Et en s'appuyant sur cette analyse, Burawoy défend l'idée que les luttes contre l'exclusion, contre le déni d'accès, contre la relégation, prennent le pas sur les luttes contre l'exploitation. Les luttes dirigées contre l'exploitation, l'extorsion de survaleur, existent toujours, mais sont secondaires en termes de poids, d'impact social, et sont également structurellement défensives, puisque cadenassées par le système de relations industrielles, relations professionnelles, le néocorporatisme, et puis l'écart social entre les stables, d'une part, et les précaires ou exclus d'autre part. Alors, les luttes des chômeurs, des précaires, des luttes urbaines, des pauvres, des paysans sans terre, ont un dénominateur commun. C'est ça sa proposition principale. Ce dénominateur commun, on pourrait le résumer de la manière suivante. Il s'agit d'une sorte ce sont des luttes pour l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux ressources financières, au logement, à la citoyenneté. Et donc on a effectivement beaucoup d'exemples qui peuvent qu'on peut retrouver dans l'actualité à la fois sociale, l'actualité sociale française, européenne, mais aussi par-delà, par exemple en Amérique latine. Et donc pour Burawoy, la question de l'accès devient en fait l'enjeu premier en termes de nombre de personnes concernées, de mobilisation, de rapport de force et également de perspective de changement social. Alors je pense que le constat de Harvey et les propositions de Burawoy sont riches sur le plan heuristique, mais néanmoins réducteurs. Que certes, le travail de subsistance ne permet pas d'enclencher une dynamique sociale conflictuelle autour de l'appropriation de la survaleur, que certes, il y a des situations d'exclusion qui génèrent autant, voire plus de résistance dans certaines régions du monde, qu'il y a plus de lutte contre l'exclusion pour l'accès à que de résistance sociale dans les entreprises, dans les ateliers, etc. Et effectivement, on a pu le voir dans certains pays latino-américains, comment les mobilisations populaires pour un changement démocratique et social se situaient souvent d'abord et surtout dans les barrios, dans les quartiers, et mobilisaient des habitants paupérisés. En même temps, sur le plan de, si vous voulez, de l'analyse objective de la situation, à l'échelle planétaire comme également dans les pays industrialisés, dans les pays de l'OCDE, le monde des salariés, donc le monde des exploités, si vous voulez, ne s'est pas réduit en termes numériques. Il existe une population urbaine paupérisée, un monde du travail informel, de la débrouille, mais au niveau mondial, le nombre de salariés employés dans des firmes ou situés dans les chaînes de valeur, ce nombre tend à augmenter. Je pense que c'est une des propositions que je fais. Les exclus d'aujourd'hui font partie de l'armée de réserve qui se segmente toujours, comme Marx l'avait analysé au XIXe siècle, de la même manière que les précaires sont des salariés instables, et que donc, quelque part, il faut analyser les choses en termes de processus et pas forcément en termes de conditions ou de catégories qui se stabilisent dans une situation instable. Et en même temps, la deuxième proposition que je fais, c'est
volonté, la nécessité d'appréhender la lutte contre l'exploitation comme faisant partie intégrante d'une lutte plus vaste, faute de quoi on tend à réduire cette lutte-là à la vente collective de la force de travail, donc à la forme institutionnalisée qu'elle a pu connaître dans certains pays, notamment aux États-Unis, dans la période des années 50, 60, 70, ou en Europe, certainement dans les pays à forte tradition néocorporatiste. Alors cette lutte contre l'exploitation n'est donc qu'un des nombreux visages de l'antagonisme social qui oppose, selon les degrés variables, une classe dominante et des subalternes appartenant au monde du travail au sens pluriel, et dont les positions sociales sont hiérarchisées, segmentées, mais qui demeurent à dominante salariée. Évidemment, lorsque le surproduit, la plus-value est déjà réalisée, qu'il se retrouve déjà dans la sphère de circulation, il n'est pas forcément trop tard pour tenter de s'en emparer. La lutte pour une redistribution des richesses, pour leur transfert, des ponctions sur les richesses privatisées ou accaparées, ce qui pose la question des impôts de l'État ou des institutions, ces luttes-là en font partie aussi. Donc je pense qu'il faut essayer de penser les choses en termes d'articulation et de coextensivité, et pas forcément en termes seulement de tension ou d'opposition. Alors cette coextensivité des rapports sociaux, que peut-on dire de leur structuration, de leur recomposition aujourd'hui? Je pense que les rapports sociaux de production ne concernent pas seulement le lieu de travail, le rapport capital-travail dans son immédiateté sociale, de salariant-salarié, qu'ils impliquent aussi des rapports qui font référence à la reproduction élargie, mais qui font également, qui impliquent ou intègrent également la concurrence intercapitaliste, avec une subordination commerciale des marchés captifs et des chaînes de valeur, avec la sous-traitance en cascade notamment. Et ces rapports sociaux de production mettent également en jeu l'État ou encore d'autres institutions sociales, voire même les institutions du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Donc à mes yeux, il n'y a pas de coupure ni de hiérarchisation dans le cycle d'accumulation. Il s'agit d'un cycle et l'enjeu est de tenter d'influer sur le flux, le circuit du capital pour se réapproprier le surproduit social privatisé. Donc ce circuit, ce cycle, il va de l'extorsion de survaleur, donc le momentum ou la sphère de travail au sens immédiat du terme, mais implique et intègre également la sphère de la circulation, la sphère de la consommation ou la thésaurisation. Donc évidemment, il y a des situations de rente foncière, énergétique ou commerciale, qui font que les sources de valeur, de survaleur, plutôt de valeur, varient et ne plongent pas toutes leur origine directement dans le travail productif. Et donc effectivement, à l'époque de la crise écologique, de la finitude éprouvée de notre écosystème, la question de l'accès à des biens rares, à des ressources, se pose avec acuité. Et dans ce sens-là, on peut comprendre qu'effectivement, à partir de cette analyse de Harvey sur l'accumulation par dépossession, on voit un champ s'ouvrir sur d'autres fronts sociaux. Alors, mais ça n'invalide pas forcément la lutte qui se noue autour de l'extorsion de la survaleur. Elle ne justifie pas forcément sur le plan théorique le fait d'introduire une sorte de coupure ou une opposition entre lutte contre l'exploitation et celle contre l'exclusion. Il y a toujours eu des tensions qui sont à la fois le reflet de la concurrence, l'effet des institutions et des sédimentations sociales, des clivages ethniques, nationaux ou sexistes. Alors, il y a des observations sociologiques qui montrent bien comment, effectivement, les travailleurs informels auto-employés tendent à s'organiser comme producteurs associés pour essayer de réguler le marché, pour définir les tarifs, pour aussi clôturer le marché. L'exemple des motoqueros en Argentine, mais aussi une association professionnelle d'informaticiens ou des graphistes freelance. On observe que quelque part, ils développent un rapport de force à l'égard de leurs donneurs d'ordre. Et au fur et à mesure que le marché s'assainit, ils tendent à devenir soit des employeurs à leur tour, soit, pour la plupart, des travailleurs à statut avec une multitude d'employeurs ou de donneurs d'ordre. Comme on a finalement consolidé une condition précaire ou instable pour les dockers ou pour les intermittents du spectacle.
ou pour les précaires de la presse, à savoir les pigistes. Donc le statut, quelque part, permet d'unifier par rapport à un domaine, à une branche d'activité, etc. Donc quelque part, je pense que l'enjeu qui se noue et qui s'exprime dans ces conflits-là ne s'oppose nullement aux enjeux qui s'expriment ou qui se nouent dans les relations de travail lorsque cela concerne le prix de la force de travail. Alors j'accélère un petit peu. Je voudrais peut-être, j'ai commencé à partir d'un certain nombre d'enquêtes que j'ai pu mener à la fois en Europe, mais également dans des pays non européens, mais quand même relativement particuliers, à savoir le Venezuela d'une part et le Vietnam d'autre part. Des situations sociales très dissemblables et des institutions qui le sont également. Et j'ai commencé à travailler sur une sorte de typologie des conflits autour du travail. Je me suis laissé inspirer par les travaux de Beverly Silver sur Forces of Labor, un ouvrage qui date de 2005 et qui développe une vision qui a été critiquée à la fois par des historiens et des sociologues, mais qui a cette amplitude et cette volonté d'intégrer ou d'embrasser une multitude de situations et de lutte ou de conflictualité et d'essayer de quand même avoir une vision d'ensemble qui reconnaît les divergences ou l'hétérogénéité ou les dispersions, mais qui voit aussi les éléments de convergence existants et possibles. Donc je pense que le dénominateur commun ou l'objet de ces luttes forme un ensemble cohérent, forme un système, et que cette cohérence, on peut la comprendre en analysant le capitalisme. Il ne faut pas seulement analyser le travail, mais également le système dans lequel le travail est mobilisé, dans lequel le travail s'exerce, comme prestation, comme activité contrainte, et que donc ce système, c'est un système capitaliste. Donc, quelque part, c'est répété en fait des éléments assez... enfin, je trouve que ce que je dis ici, c'est à la fois nécessaire, important, mais il y a une très grande banalité aussi dans ce que je peux dire. Mais je pense que voilà, exploitation et exclusion sont des phénomènes qui se complètent. Et effectivement, les luttes telles qu'elles se structurent, telles qu'elles peuvent se déployer ici ou ailleurs, forcément, ne reflètent pas directement, de façon fidèle, ces situations-là. Souvent, les luttes, les conflits qu'on peut étudier en tant que sociologue, politologue ou historien, sont des luttes qui se mènent avec des bannières qui vont varier dans le temps et l'espace et qui sont souvent aussi contiennent des éléments d'identification qui ne sont pas forcément classistes, qui ne font pas forcément référence à cet antagonisme-là, donc qui charrient des éléments religieux, ethniques, communautaires ou nationaux. Donc, première catégorie, une première type de lutte qu'on peut identifier, par-delà les situations, les pays, ce sont les luttes qui concernent le fait d'être traité comme une marchandise dans les rapports de production. Donc contre l'extorsion de survaleur, pas seulement, ça ne concerne pas seulement le salaire, mais également les conditions de travail, l'intensité de travail, l'intensification du travail, et également les rapports d'autorité qui sont indissociables de ces relations de travail. Deuxième catégorie de lutte sont celles qui visent à sécuriser la condition sociale contre les méfaits du marché, d'un marché régulé ou auto-régulé. Donc ce sont les garanties collectives qui sont constituées, qu'on renouvelle, qu'on réinvente. C'est à la fois la vente collective de la force de travail, comme avec les forces de travail, on refuse d'être embauché ici ou là, mais ce sont aussi d'autres, ce sont les conventions collectives, ce sont également, on peut y revenir parce que sinon je vais réellement dépasser le temps, je voudrais quand même laisser du temps à la présentation suivante et puis à la discussion. Puis une troisième catégorie, ce sont des luttes, des conflits
qui exprime une insoumission, une insubordination, une contestation de la commodification ou de la marchandisation du travail humain, mais qui peut aussi exprimer la volonté d'échapper à cette condition-là. Donc ce ne sont pas forcément des luttes sous forme de grève, de pétition, mais il y a des formes d'opposition qui relèvent plutôt de volonté de s'échapper, de exit, mais d'un exit collectif, d'un exit d'une situation trop pénible et qui a certainement des effets sur les situations sociales, mais aussi sur la situation sociale de ceux qui restent. Et puis il y a ces trois catégories-là, il faudrait les entrecroiser avec, en prenant en considération les cibles, les objectifs de ces luttes, qui peuvent à la fois concerner les employeurs individuels, un employeur individuel ou les employeurs, mais qui concernent autant l'État, avec la question de quel côté se situe-t-il la réglementation, les protections, les garanties collectives, la sécurité sociale, le salaire minimum. Donc je pense que pour conclure, l'enjeu réel qui se pose à nous aujourd'hui, c'est effectivement en sortant d'une période où le salariat s'est homogénéisé dans certains pays, et s'est homogénéisé grâce à l'action collective en premier lieu, ce salariat s'est également étatisé ou nationalisé, s'est également enfermé ou laissé enfermer à l'intérieur des frontières nationales. Sortant de cette période-là, étant confronté à une paupérisation, ce qui se rajoute aux autres processus que j'ai énumérés tout à l'heure, à savoir la précarisation, la remarchandisation et une prolétarisation de certaines catégories qui aujourd'hui s'intègrent au salariat, non seulement sur le plan objectif mais également sur le plan subjectif, mais que dépasser les clivages et les tensions, c'est réellement une question clé. Mais je pense que la réponse, on ne la trouve pas forcément sur le versant de l'analyse de la situation objective, mais que la réponse ou les clés pour dépasser cette situation-là de division, il faut les rechercher sur l'autre versant, à savoir le versant des revendications, des propositions qui peuvent unifier et permettre de dépasser l'hétérogénéité sociale. Donc je termine avec 2 minutes de publicité parce que on pourra en débattre, mais voilà, dans le numéro 3-4, on a publié le plaidoyer pour un revenu d'existence garantie. C'est un article, un papier de Guy Standing, c'est en fait une traduction d'un texte qu'il a publié dans la revue de la Confédération européenne des syndicats, pour dire que voilà, le débat est mené dans ces instances-là. Et dans le numéro suivant, nous avons publié la réponse de Bernard Friot, plaidoyer pour un salaire universel. Je vous remercie.